Merci, bonjour à tous. Je vais vous parler donc de ce sujet, les indépendances avec partenariat, un mot dont on parle souvent. Vous allez voir qu'il reprend très largement l'idée d'État associé. Alors, le Pacifique, à nos yeux, il est en général double. On oppose le Pacifique francophone, disons français, et puis le Pacifique anglophone. Alors, vous avez simplement la jonction avec le Vanuatu, l'ancien condominium des Nouvelles Hébrides. En réalité, le Pacifique anglo-saxon est beaucoup plus divers et beaucoup plus prégnant. Le Pacifique francophone, il se limite finalement à des 3 territoires français dispersés. Alors les indépendances, vous voyez, je vous les rappelle, elles ont commencé dans les années 60. Elles se sont étalées sur une période plus longue en raison de la dispersion géographique et de la petitesse des îles. Alors, on entend souvent dire on est trop petit pour être indépendant. Moi, je vous dirais, la taille compte pas. Niue, ça fait 1500 habitants, c'est plus petit que Lifou. Je veux dire, c'est un pays indépendant associé à la Nouvelle-Zélande. Et puis, quand on parle des pays associés, on entend dire on est trop grand pour ça. Donc, vous voyez, finalement, il y a toujours une raison pour ne rien faire. Alors, c'est juste pour vous dire que l'association, on verra l'évolution sémantique avec le partenariat, c'est une modalité de l'indépendance, donc qui est dans la résolution 1541 des Nations Unies de 1960. Et en fait, c'est une solution alternative et non conflictuelle de faire des indépendances tout en restant étroitement liée à la puissance administrante, pour reprendre le vocabulaire des Nations Unies. Alors, ce qui est intéressant dans nos 2 Pacifiques anglophones, francophones, c'est que les anglo-saxons, ils ont largement accompagné le mouvement des indépendances, particulièrement d'ailleurs la Nouvelle-Zélande, qui est exemplaire. Alors vous avez cette distinction qu'on retrouvera Pacifique Nord, Pacifique Sud. Dans le Pacifique Nord, vous avez l'influence très forte des États-Unis. Les statuts évoluent moins. Par contre, dans le Sud, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le mouvement des indépendances est presque achevé. Finalement, ça s'est fait en douceur, dans la continuité politique, et sans, c'était dit dans plusieurs colloques, qu'il y ait le moindre drame économique. C'est-à-dire qu'on voit que les indépendances se font sans qu'il y ait aucune rupture dans le niveau de vie, ni dans le développement économique. En fait, l'argent de la coopération se substitue naturellement à l'argent de la puissance administrante. Alors évidemment, côté français, rien bouge. Bon, hormis l'indépendance de Vanuatu, qui a été imposée à la France finalement par les Britanniques, la Nouvelle-Calédonie inscrite depuis 86 sur la liste des pays à décoloniser. Il pèse cette obligation internationale de décolonisation sur la France, et qui a été doublée donc en 2013 par la résolution sur l'indépendance, sur le processus de réinscription de la Polynésie sur les territoires à décoloniser. Alors, c'est assez amusant parce que la France officiellement accompagne le processus d'émancipation en Nouvelle-Calédonie et le refuse en Polynésie. Donc, alors que vous avez 2 pays absolument symétriques avec 2 peuples autochtones, la France mène 2 politiques contradictoires. Alors, contradictoires, oui et non, parce que je reprendrai les mots de Stéphanie Graff, qui a soutenu sa thèse sur les processus de décolonisation. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, elle pense, il y a quand même beaucoup d'indices, qu'on est dans une phase d'accélération de la colonisation en contexte de décolonisation. En gros, elle vous explique que l'État a mis dans les pattes du peuple autochtone un 3e larron, qui est le représentant des Européens, dont la porte a été très largement ouverte, et qui évidemment, je veux dire, noie le peuple kanak dans la revendication d'indépendance. Donc, ce qui explique les très grandes difficultés. C'est pour ça que vous avez l'enjeu du corps électoral, qui revient régulièrement. Elle vous dit, finalement, la démocratie et le principe d'un individu, une voix, sont un atout contre le peuple colonisé.
Voilà, c'est radical, mais ça a le mérite de clarifier les choses. Et d'ailleurs, ayez quand même en tête à quoi sert un vote d'autodétermination dans lequel le peuple autochtone pèse 48% du corps électoral. On voit bien que le référendum va rien régler, hein, du tout. On y reviendra. Alors, la France, elle mène des impératifs contradictoires dans ses politiques vis-à-vis de l'outre-mer. En fait, elle a arbitré sa stratégie internationale de puissance et puis des enjeux qui sont liés au respect des règles de l'ONU qu'elle a enfin reconnues, notamment pour la Nouvelle-Calédonie, mais pas pour la Polynésie. Et pour schématiser, il y a plusieurs manières de préserver le drapeau. Alors, vous avez ce qu'on appelle le hard power, en gros la manière forte, un concept qui a été développé dans ce livre à l'origine, sous-secrétaire d'État sous Carter puis Clinton. Et puis ensuite, vous avez la manière douce, le soft power, donc people rather than curse them. Donc, finalement, il vous dit, mais il n'y a pas de déclin de la puissance américaine, c'est les modalités d'intervention de la puissance américaine qui changent. Alors, bon, vous savez, je ne reviendrai pas là-dessus, on parle maintenant du smart power, un mélange entre les deux. Restons-en au concept simple, soft hard power. Et en fait, la France, normalement, est la championne du soft power. Merci Emmanuel Macron, à sa jeunesse, à ses dents blanches, et merci à Donald Trump, hein, qui a fait beaucoup régresser l'Amérique sur le soft power. Mais enfin, la France, normalement, est leader du soft power dans le monde, donc l'influence plutôt que la contrainte. Partout, sauf dans le Pacifique. Sauf dans le Pacifique, le soft power, il n'existe pas. Hein. Là, c'est le hard power. Mon armée, mon drapeau, mes soldats, mes fonctionnaires. Alors, vous direz, je rigole. Non, pas du tout. Regardez, qui l'a dit? Le président de la République en Nouvelle-Calédonie. Je veux dire, président de 40 ans, discours, Mesmer, 1970. Et vous le relisez, vous voyez, la France est plus grande qu'elle-même, 1,5 million de nos concitoyens dans les Outre-mer, 8000 militaires. Voilà, vieux discours, Mesmer, 1970. Et ce discours des années 70, il y a Olivier Fandos, l'historien qui fait sa conférence à Chibaou il y a quelques semaines, qui disait, c'est incroyable, après il décline indépendance, souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté énergétique, souveraineté maritime. Il dit, c'est les têtes de chapitre du rapport d'Ijou en 1978, avant les événements. C'est vous dire l'évolution de la France. Rien change, mais enfin bon, vous êtes habitués que ce pays ne se réforme jamais. Alors, finalement, ce qui compte en France, c'est le hard power. Hein, je répète, mon armée, mon drapeau, mes soldats, mes espaces. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ça sera le but de l'intervention. La France privilégie excessivement ses territoires. Et en conséquence, elle participe de façon très modeste à la coopération régionale. Bon, François Férat l'a montré aussi, que, je veux dire, on parle plus vite qu'on agit. Là, vous l'avez, vous allez voir, c'est très parlant, je vous ai fait quelques camemberts. Et puis, le deuxième point, c'est que la France doit accompagner activement la décolonisation si on suit les résolutions de l'ONU. Et évidemment, vous en doutez, on en est très loin. Et accompagner activement, ça voudrait dire proposer le partenariat dont je vous montrerai qu'il a quand même toutes les qualités, je veux dire, pour résoudre les contradictions de la Nouvelle-Calédonie. Donc, la France va participer, va privilégier excessivement ces territoires. Moi, je vous dirais, la France d'outre-mer, ça ressemble au portrait que disait Clémenceau de la France, c'était en 1886. J'aime bien Clémenceau, il a toujours des aphorismes extraordinaires. La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. La France, c'est ça n'a jamais été ça, le développement économique, c'est pas notre truc, on est toujours nuls. Donc,
Qu'est-ce qui s'est passé? Dans tout l'outre-mer français, on a ouvert exagérément les robinets de l'argent public, l'argent coule à flot, et il coule de la pire manière. Si on parle d'économie du nickel, en réalité c'est une économie de la rente publique, défiscalisation, robinet, indexation des fonctionnaires, c'est la gabegie généralisée, pour dire clairement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'accompagne d'une monnaie surévaluée. Alors, il y a eu le même problème en Afrique avec le franc CFA. Donc, on a une monnaie surévaluée qui donne un pouvoir d'achat artificiel. Alors, tout ça détruit de façon certaine et systématique la compétitivité du pays. Ça dégrade ses échanges commerciaux, si bien que l'équilibre du pays ne peut être accompagné que de transferts massifs de la métropole. En fait, la France ne gère ses outre-mer que par la dépendance financière. C'est triste à dire, mais la France garde son drapeau en empêchant en réalité le développement autocentré de ses territoires. Et le modèle, vous l'avez à La Réunion, vous l'avez aux Antilles, vous l'avez partout. Voilà, on garde le drapeau tant qu'on peut payer et à coût très élevé. Alors, il n'y a que les contrats de développement qui représenteraient une manière moderne de donner en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire une sorte de forme d'argent de coopération versé non pas aux particuliers ou aux entreprises, mais versé au pays qui l'utiliseraient librement. Mais c'est un peu marginal dans la dépense publique française. Alors, la contrepartie, c'est que comme on adore dépenser l'argent public de manière clientéliste, sous forme de rente servie au personnel, ce qui entretient évidemment le flux migratoire et la noyade démocratique des Kanaks, en contrepartie, on est peu présent dans la coopération régionale. C'est un peu l'illusion, je veux dire, de dire la France est présente dans le Pacifique. Je reprends l'analyse de Denise Fischer qui écrit un article assez intéressant en 2015 dans le journal de la Société des Océanistes, où elle disait « L'aide de l'État à la région représente 3% de son soutien à ces collectivités du Pacifique Sud. C'est 2% de l'aide de la coopération globale de la France. » Et peu de choses ont évolué. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit dans le Pacifique? Je vais vous montrer des camemberts, je ne vais pas finasser sur les chiffres. C'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine, je veux dire, qui sont présents. Le reste, c'est l'illusion, c'est le vernis, c'est l'image. Alors, regardez, moi je vais vous mettre quelques camemberts. Attention les yeux. Je veux dire, les grands donateurs de l'aide publique au développement dans les îles du Pacifique. Vous voyez, 50%, c'est l'Australie. Ah, maintenant, cherchez où est la France. D'ailleurs, tout le monde le sait. Je veux dire, quand on cherche les fonds du Pacifique, tout ça, je veux dire, vous enlevez 2 zéros par rapport à la coopération australienne. Donc, la France, c'est le petit camembert en vert, là. Après, vous voyez, vous avez la Nouvelle-Zélande et la Chine. Mais la Chine, elle a des taux de progression qui sont très importants. Donc la Chine, elle va bientôt passer devant la Nouvelle-Zélande. En fait, le match, aujourd'hui, c'est Australie-Chine. C'est ça le Pacifique Sud. La France, voilà. Je vous donne un deuxième camembert, parce que je les ai croisés. La dépense publique française en Océanie. Attention les yeux. En bleu, ce qu'on donne au PTOM du Pacifique, c'est-à-dire on entretient le train de vie de nos populations. Je veux dire, voilà. Et après, ce qu'on donne aux autres. Vous voyez, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible et tout le monde le sait. Donc voilà, on entretient une rente clientéliste, je veux dire, dans nos dom-toms, mais en réalité, en termes de coopération régionale, on n'est presque rien. Alors, vous regardez, j'ai croisé les deux tableaux, ça donne un résultat qui est assez intéressant. Regardez. Tout l'argent dépensé dans le Pacifique à la coopération, là, vous relativisez la part de l'Australie, parce que l'Australie, elle donne des aides intelligentes. Il n'y a jamais un Australien, un Anglo-Saxon qui aura l'idée d'aller indexer les salaires de fonctionnaires. Il faut être français pour faire ça. Donc on dépense tout notre argent là-dedans, dans des idioties qui amènent aucun développement économique, qui servent à entretenir la dépendance. La dépendance. De nos territoires français. Et regardez, donc en fait, on claque énormément d'argent pour un rendement extrêmement faible, parce que finalement, nos populations francophones, françaises, sont
assez marginal dans le Pacifique. Tout cet argent pour si peu de résultats. Je crois qu'il faut que vous ayez ça en tête. Dire, après le passage de Macron, la France n'est pas une grande puissance du Pacifique. Elle a des grands espaces vides qu'elle n'entretient pas, qu'elle ne développe pas. Voilà. Alors, le vrai match, il est là. Je ne peux pas passer trop de temps, c'est ça le match. Donc vous pouvez le retrouver. Et il y a une course-poursuite incroyable, c'est-à-dire que l'Australie fait des efforts énormes, je veux dire, pour que son aide ne décroît pas face à l'augmentation de la Chine. Alors, vous me direz à quoi tout ça, ça sert. Je vous donne juste un exemple. Tout le monde a en tête le nouveau wharf construit par les Chinois sur l'île de Santo à Luganville, au Vanuatu. On a dit c'est la future base militaire chinoise, etc. En réalité, la Chine, elle a reçu en contrepartie l'appui du Vanuatu dans son litige de la mer Méridionale. Je veux dire, bon. Voilà à quoi sert l'argent de la coopération chinoise. Et les Chinois, ils sont toujours présents. Hein, ils vous donnent en disant « je suis ton ami, je te demande rien ». Puis à un moment, ils reviennent vous voir, puis ils disent « tu es mon ami ». C'est le moment de le prouver. C'est ça les Chinois. Hein. Bon, bref. Et ce match, il a quand même des répercussions sur la présence française. Parce que, notamment avec le changement de politique en Australie, le gouvernement conservateur de Howard, etc., on a eu un axe qui s'est recentré autour de l'axe États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande pour contrer la Chine. Et évidemment, nous, on se fait une petite tasse au chaud là-dedans en disant et nous, pour qu'on s'intègre dans l'axe et surtout que les autres mettent un peu sous le couvert le problème de la décolonisation des territoires français. Et donc, l'axe contre la Chine devient la nouvelle justification de surtout ne pas faire évoluer la souveraineté sur nos territoires. Mais c'est la Xème justification. C'est pas la dernière, c'est pas la première, il y en aura d'autres. Hein, tout ça pour un discours finalement sur l'immobilisme. Alors, on dit le relais est pris par nos territoires français dans le Pacifique. Mais en fait, le relais que prennent nos territoires français dans le Pacifique, il est très modeste et très ambigu. Je ne sais pas ce qu'en pensera Caroline tout à l'heure. Il est très modeste et très ambigu. Alors, vous savez que après une période d'approche, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, en 2007, sont entrées dans le forum des pays du Pacifique, qui au départ s'était fait contre la France et ses essais nucléaires. Et cette entrée avait été débattue. Je vous rappelle ce qu'en disait Roch Wamitan lorsque il écrivait au secrétaire général du Forum en disant « c'est pas une bonne idée de faire rentrer la Nouvelle-Calédonie avant qu'elle soit indépendante dans le Forum, parce que, vous voyez, à la fin, c'est le principe du cheval de Troie. On fait rentrer la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie en disant c'est des pays qui vont s'émanciper. Et en réalité, derrière, qui rentre? La France. Et très vite, la suspicion est réapparue. Évidemment, alors, un peu par naïveté, puis en raison de la diplomatie française, ça réussit à rentrer. Mais regardez après, très vite, vous voyez, Nick McClellan, qui est journaliste australien, qui vient souvent en Calédonie, qui parle très bien français, commence à dire dans pas mal d'articles tout ça, je le sens pas. Vous voyez, il dit, il interviewe Lataste. Lataste lui dit, bah voilà, l'État français, il propose la politique que les autorités locales accompagnent. Et en fait, si ils accompagnent la politique nationale, on leur donne les moyens de ratifier les traités, mais s'ils l'accompagnent pas, ils n'auront pas cette autonomie. Vous voyez bien qui commande. Et puis, sur le site du GouVNC, vous avez d'énormes maladresses, alors qui ont été faites par tant Philippe Germain qu'Édouard Fritz, parce que eux, je veux dire, on mord pas la main qui donne. Hein. Alors donc, ils collent, je veux dire, au gouvernement de la France, surtout que maintenant, ils ont découvert que Macron est souverainiste, que Macron, c'est Mesmer. Je veux dire, ils l'aiment comme jamais. Et donc, ils font des déclarations, mais qui sont invraisemblables. Regardez ce que vous trouvez sur le site du gouvernement.
Je veux dire, je sais pas ce que fait le vice-président du gouvernement indépendantiste, ni les membres du gouvernement indépendantiste là-dessus, mais vous lisez ça, je veux dire, l'heure est au renforcement de l'influence française dans la région. Ah, dit par un gouvernement collégial, ça manque pas de sel. Et avec la Nouvelle-Calédonie comme tête de pont de la France, voire de l'Europe. Ah, bon, ok. Et alors, vous avez la toute première réunion du réseau diplomatique français, elle a eu lieu en mars 2017, et on a bien vu qu'effectivement la France cherchait à organiser une politique diplomatique de ces territoires dans le Pacifique. Bon, réponse de Nick McClellan, qui manque pas d'humour, qui dit « Ce qui est loin d'être clair, c'est comment le fait que la Calédonie et la Polynésie française soient associées à l'UE, à l'Union européenne, puisse créer le moins de mécanismes qui permettent aux États insulaires indépendants de coopérer autrement avec l'Europe. » Alors ça, c'est typique. Vous voyez, on est la tête de pont de l'Europe, mais il n'y a absolument aucun moyen juridique d'assurer un lien particulier avec l'Europe par notre présence au sein de l'Europe. Donc tout ça, c'est du discours, c'est de la com, c'est vide. Bon, voilà ce que je voulais dire, panorama du Pacifique. Ayez toujours ça en tête, parce que qu'est-ce que doit faire la France maintenant en appui des résolutions de l'ONU? Ben, la France, elle doit accompagner activement la décolonisation. Alors, elle doit l'accompagner, d'abord parce que l'État associé, c'est la formule la plus usitée, parce que c'est une obligation internationale, et parce que le partenariat, on va voir, est la formule la plus prometteuse. Alors, le partenariat ou l'État associé, alors d'où vient cette différence sémantique? Alors, à l'origine, tout le monde disait État associé, et puis ça vient en fait du rapport Mélin-Soukramanien-Jean Courcial, qui a fait les 4 scénarios d'évolution du pays vers l'indépendance en 2013. Et il explique que finalement, le mot État associé est déprécié, malgré le fait qu'il est dans le titre 14 de la Constitution, que c'est une référence au plan Pisani, que tout ça, c'est pas bon, et qu'en réalité, il faut changer les mots. Donc c'est eux qui suggèrent de dire... Parlez pas aux Calédoniens d'État associé, dites plutôt partenariat. Mais en réalité, je reprends les mots du rapport, ils disent que le partenariat, qui est une modalité de l'indépendance, a une double nature, acte juridique international d'État à État et acte juridique interne décliné dans chacune des constitutions. Et c'est la définition même de l'État associé. Hein, on reprendra la définition tout à l'heure de Léa Havard. C'est exactement ça. Donc le partenariat et l'État associé, c'est la même chose. Là aussi, c'est de la com. Alors, reprenez les États associés ou les États ayant signé une convention de partenariat. Ben, vous avez les îles Cook, 17 500 habitants en 1965, donc associés à Nouvelle-Zélande. Vous avez Niue, 1612 habitants en 1974. Vous avez les îles Marshall. Je vous ai mis les drapeaux parce que je les trouve beaux. Donc 53 000 habitants, avec les États fédérés de Micronésie, 105 000 habitants, associés aux États-Unis en 86, et puis les îles Palaos, 21 300 habitants, donc en 94. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par contraste qui n'est pas indépendant. Alors, qui est pas indépendant? Eh bien... vous avez Tokelau, je vais en parler 2 minutes, vous avez Pitcairn, vous avez les Américaines Samoa dans le Pacifique Sud, et évidemment nos 3 territoires français. Donc finalement, il ne reste plus grand monde dans le Pacifique Sud. Donc, attendez, je me suis trompé de... Voilà, donc les territoires dépendants, c'est ceux-là. Alors, Tokelau, très rapidement, la Nouvelle-Zélande a essayé 2 fois. Il y a eu 2 référendums. Les 2 référendums, ils ont fait à peu près 60% de oui, puisqu'elle a fait campagne pour le oui, sauf que dans la Constitution, il fallait 66, donc loupé. Pitcairn, la Grande-Bretagne cherche à s'en débarrasser en signant une convention avec la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande dit « mais je n'en ferai rien, après vous ». L'île aux 50 habitants dont personne ne sait quoi faire.
Et puis, il y a les Samoa américaines. Alors, les Samoa américaines, c'est très intéressant parce qu'elles ressemblent à Nouvelle-Calédonie. Les Samoa américaines, elles répondent, mais moi, je veux être retirée de la liste des pays à décoloniser parce que finalement, je trouve ça très bien. Alors, vous avez les Samoa indépendantes, celles qui, après la guerre, la première guerre, ont été données sous administration néo-zélandaise, qui ont fait l'objet d'une décolonisation, et celles administrées par les États-Unis qui finalement sont en stand-by. Donc, finalement, vous voyez, c'est relativement usité la question des partenariats. Là-dessus, l'obligation de la France, c'est d'accompagner activement la décolonisation. Si vous regardez les résolutions de l'ONU, on vous dit il faut des programmes d'éducation politique, il faut amener les populations à comprendre les objectifs et les modalités de l'intérêt de l'émancipation, etc. Bon, vous voyez que c'est pas du tout ça en Nouvelle-Calédonie. En fait, la stratégie de la France elle est très simple. La France, elle veut la réussite technique du référendum et son échec politique. Bon. Et les indices sont très très nombreux. Hein. Regardez celle-là, vous en souviendrez. Je veux dire, accompagner activement l'émancipation, quelle rigolade. Et donc, en réalité, les indices, pourquoi la question sèche et clivante? Voulez-vous que le pays soit indépendant? Mais c'est parce que personne ne veut proposer de partenariat pour être sûr de l'échec. Voilà. La France, elle fait implicitement la campagne pour le non, alors que les Néo-Zélandais et les Australiens, ils ont fait la campagne pour le oui, parce qu'ils respectent les obligations internationales. La France ne les respecte pas, d'ailleurs. La France ne respecte jamais rien, même pas le traité sur l'UE, même pas le traité sur l'UM, c'est toujours comme ça. C'est un pays latin. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et alors, je vous montre quand même, peut-on sortir de la décolonisation? Vous savez qu'après le 5 novembre, il y a un certain nombre de groupes qui vont demander « il faut qu'on soit radié à l'ONU, tout ça ». Les Samoa américaines l'ont fait. Edward Fritsch l'a demandé en Polynésie. À chaque fois, ils se sont pris un vent de la part de l'ONU. Je vous montre la résolution. C'est la même pour la Polynésie et pour les Samoa américaines. À chaque fois, on réaffirme le droit. Vous voyez en gras, il faut des programmes d'éducation politique parce que c'est pas normal que les populations veulent pas s'émanciper, etc. Donc voilà. Alors, je termine sur pourquoi le partenariat est la formule la plus prometteuse. C'est la formule la plus prometteuse d'abord parce que c'est celle qui est demandée depuis l'origine. Je veux dire, la France cherche à contraindre les Calédoniens à une indépendance, si je puis dire, cul sec. Parce qu'ils savent qu'elle ne passera pas. Je veux dire, voilà. Si la France proposait le partenariat, on rediscuterait des résultats du référendum. C'est ce qu'a toujours dit Jean-Marie Tjibaou. Toujours, depuis l'origine. Négocier nos interdépendances. C'est repris par le Palika en 2017. Donc, c'est demandé. Quant à l'UC, ils sont sur une posture qui dit c'est à l'État de nous le proposer. Mais si l'État nous le propose, on le considère. Mais c'est pas à nous de faire le pas. Ils sont, eux, dans... c'est à l'État de proposer, puisque c'est ça les résolutions de l'ONU. Bon. C'est pareil en Polynésie, je ne reviens pas sur les déclarations, mais Gaston Floss et Temaru ont toujours demandé le statut des îles Cook. Hein. C'est pas nouveau. Même Floss. Et ils se voyaient bien chef d'État aussi. Et deuxième raison, pourquoi le partenariat est la solution la plus prometteuse? Parce que c'est le destin commun. Et c'est ce que vous dit Léa Havard, qu'on a invité au colloque sur les institutions de Nouvelle-Calédonie. Elle vous dit que ça correspond à un peuple complexe. En général, dans le peuple complexe, ben, vous avez un statut hybride, donc relation d'État, relation internationale. Donc ces deux statuts se conjuguent avec des garanties constitutionnelles qui sont réciproques. Elle vous dit on négocie le pluralisme juridique et même dans beaucoup de cas, on peut négocier la souveraineté. Et la nationalité. Vous prenez Niue, elle a gardé la nationalité néo-zélandaise. Alors après, les Havard vous dit attention, il faut pouvoir sortir du partenariat, sinon on n'est pas un État souverain. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, notamment dans les constitutions de Niue et des Cook. Mais
on va y revenir rapidement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, nous, pour réussir le partenariat? Juste 3 points qui servent un petit peu de première conclusion. Après, j'en ai une deuxième, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le premier point, c'est qu'il faut une préparation conjointe du partenariat. C'est clair, c'est à l'État de proposer, si vous regardez les résolutions de l'ONU. C'est à l'État de faire la proposition et de défendre la formule du partenariat, d'abord. C'est lui qui décolonise. Alors, il faut rapatrier la loi organique. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais la loi organique, on consulte le Congrès avant. En réalité, c'est pas vrai. La loi sur la confiance dans la vie politique a modifié les obligations du gouvernement sans être jamais proposé pour consultation au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, parce que en réalité, dès qu'un amendement est présenté en séance, il n'est pas soumis au Congrès. Donc vous voyez, donc à un moment, il faut que la loi organique ne puisse plus être modifiée qu'avec l'accord du Congrès de la Nouvelle-Calédonie à la majorité de 3/5. Ça, c'est le début de la confiance. C'est la base de la base. Bon. Ensuite, il faut surmonter un certain nombre de choses sur la citoyenneté. Alors, sur la citoyenneté, je reprendrai un mot de Philippe Gomez qu'il avait dit dans cette tribune à l'université. Il a dit « Les indépendantistes kanaks nous disent « Vous avez volé notre pays, rendez-le nous ». Et ils disent « Une fois que vous nous l'aurez rendu », ça rappelle ce que disait Ghislain Autis, on signera un accord d'association sur les modalités d'exercice des compétences souveraines. Et Philippe Gomez, qui a toujours le sens de la mesure, dit « Finalement, on se bat en définitive pour 1 minute de souveraineté et c'est 7 minutes dont on ne veut pas. » Donc c'est pour ça, moi je vous dis, revenez à la raison. Hein. Revenons à la raison sur la minute de souveraineté. Et donc, quand on dit, par exemple, la souveraineté, ça va être aussi la capacité de reprendre. Oui, c'est difficile. Regardez la constitution de Niue, ou la constitution des îles Cook. Pour reprendre, c'est par exemple quitter la nationalité néo-zélandaise, prendre le siège à l'ONU, etc. Il faut une majorité des 2/3 du Parlement confortée par un référendum. À 60% de la population. Ben, bonne chance. Je veux dire, en réalité, ces solutions sont pérennes. C'est l'Arlésienne de la vie politique calédonienne. Donc c'est celle qu'on attend. Alors, évidemment, ça ne suffit pas aux non-indépendantistes, parce qu'ils vous répondent « Ouais, mais s'il y a un coup d'État des Mélanésiens, ils aiment les coups d'État, les Mélanésiens, c'est Fidji, toujours. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez inclure des éléments d'intervention de la puissance associée sur ces questions dans la Constitution. Tout ça, ça se négocie. Bon, bref. Alors, ça, c'était ma première conclusion, de dire, vous voyez, il y a plein de choses qui sont faisables. La querelle sur la citoyenneté, juste un mot, on est tout proche d'un accord. Qui peut être citoyen de la Nouvelle-Calédonie, si vous regardez ? Les natifs, calédoniens et kanaks. Ensuite, les non-natifs qui ont un parent lui-même natif, pour ceux qui sont nés ailleurs. Et ensuite, les non-natifs qui sont arrivés avant l'accord de Nouméa. Et donc, c'est très simple, c'est ça la citoyenneté du pays. Et je veux dire, après, les non-citoyens non-natifs qui font des gosses, si les gosses naissent en Calédonie, ils vont rentrer dans la catégorie natif. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Donc, on n'a pas la citoyenneté la plus fermée du monde, comme dit Philippe Gomez. Tout ça, c'est du flanc pour faire la campagne, je veux dire, du non. En réalité, c'est déverrouillé, la citoyenneté calédonienne, puisque tous les natifs peuvent accéder maintenant à la citoyenneté. Donc après, si les non-indépendantistes veulent rouvrir la citoyenneté aux immigrants français, bonne chance, hein, qu'ils y aillent, mais là c'est sûr, ça se passera mal. Donc voilà, ça c'est la... Et ma toute dernière remarque, c'est que je reviens à l'avertissement qui était donné à la conférence d'Olivier Fandos, qui était sur la FNSC, la Fédération pour une nouvelle société calédonienne, au centre Chibaou. Louis-José Barbanson disait « Attention, ce qui compte en Nouvelle-Calédonie, c'est que les Calédoniens aient une place à la table des négociations. » Et ce que je veux dire, c'est que si les Calédoniens se considèrent un peu trop comme Français, ils vont devenir illégitimes comme Calédoniens. Et évidemment, l'évolution naturelle
va être, si le vote est trop mauvais pour les indépendantistes, un changement de génération brutal, c'est ce qu'il disait, en disant les jeunes vont dire aux vieux, vous êtes démonétisés. Donc changement de génération brutal, avec des gens, comme dit Barbançon, élevés à la culture du tweet, qui n'attendront pas 30 ans, d'un côté. Et pour les Calédoniens, il y a et je termine vraiment par là. Pour les Calédoniens, il y a une incompréhension du résultat du référendum. C'est-à-dire que les Calédoniens, ils exultent en disant le référendum, on va le gagner, on va les écraser. Ils en sont arrivés à 75-25, même 70-30 encore, en disant on a fait bouger les lignes du 60-40. Mais en réalité, c'est très ambigu le vote kanak qui ressort des sondages, parce qu'on interprète les Kanaks qui refusent de voter ou les Kanaks qui refusent de répondre comme des Kanaks qui ne votent pas en harmonie avec leur groupe, c'est-à-dire qui votent contre leur communauté d'appartenance. Et en réalité, si vous regardez, le discours numéro 1 dans les études d'opinion, c'est de dire on est en désaccord avec nos leaders de politique. Parce qu'en réalité, il y a une partie des Kanaks qui ne veulent pas du discours sur le destin commun. Alors si cette interprétation est là, eh ben moi je vous encourage, et j'encourage les politiques à négocier le partenariat avant qu'on en arrive là. Voilà, je vous remercie.